Ok, salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du format court du podcast Running Knowledge. On vous rappelle le principe, un épisode de ce type de podcast par jour pendant un an. On a pris de retard, on le rattrape par plusieurs podcasts par jour. Merci de votre soutien, merci de votre commentaire. Continuez à vous abonner, à liker, à partager la page et à commenter les différents sujets que vous aimeriez voir abordés dans le podcast. Comme toujours, Eric de la Sablière. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, Eric. Ça va être le rituel dans les arts martiaux et son importance. D'accord, donc le rituel, on définit ce que c'est des actions codifiées qui sont reproduites de manière régulière à un moment défini que les pratiquants ou le groupe de pratiquants de cette discipline, donc ça peut être là en l'occurrence des arts martiaux, vont effectuer et vont respecter donc. Ouais, s'y plient en fait. S'y plient, voilà, vont à un certain moment, que ce soit au début de la pratique, à la fin de la pratique ou à un certain moment de la pratique. Donc, on va donner quelques exemples déjà. Donc, quelques exemples des rituels dans les arts martiaux et dans les sports de combat. Donc, on va dire, excuse-moi, rituel, et on va aussi parler des règles explicites et non explicites. Voilà. Donc, déjà, on peut penser dans les arts martiaux, la première chose qui saute aux yeux, c'est le salut. On arrive dans une salle de judo, le cours, la plupart du temps, je pense qu'on peut dire vraiment 90% du temps, les cours commencent par un salut. Donc ce salut, il vient, je suppose, de la culture japonaise et il a une utilité. Donc son utilité, je pense que c'est marquer le début du cours et aussi montrer son respect au lieu, au professeur, à ses partenaires et aussi marquer le début de la pratique, le début de l'entraînement, et ce qui va nous permettre de rentrer dans un état d'esprit spécifique à l'apprentissage. Ouais, en réalité, c'est ce que notre ami Pank appelle un ancrage. On rentre dans quelque chose, d'accord ? Une fois qu'on a fait, psychologiquement, qu'on a fait ce salut, on est investi dans le cours, on est dans le cours. On devrait en tout cas, on devrait au moins. En principe, le monde extérieur n'existe plus. Et c'est souvent pas mal le cas. À partir du moment où on a fait salut, on commence à courir, on commence à s'échauffer. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous vous échauffez dans votre pratique, mais en tout cas, la pratique a commencé. C'est une façon de mettre un début et une fin à ce que vous êtes en train de faire. Il y a différents types de salut. Ouais. Donc on peut comme ça, juste pour les citer, il y a le fameux salut qu'on retrouve au Japon, une inclinaison du buste. Qui a été transmis au jiu-jitsu brésilien souvent. Après, on a les saluts chinois avec le fameux la main et le poing fermé et la main. D'accord. Donc certains arts martiaux comme le Pencak Silat ont des saluts, les formes traditionnelles un peu vraiment complexes, carrément des enchaînements de mouvements. Les tailles se saluent souvent aussi. Les tailles se saluent comme ça, ok. Les Japonais, il faut savoir que l'inclinaison du buste, elle est très importante en fonction d'avec qui vous le faites. En fonction du degré mais en judo, entre deux adversaires, ils s'inclinent de la même façon, ce qui est intéressant. On peut donner aussi en boxe française la main sur le cœur, je crois. Oui, la main sur le cœur, comme ça. En lutte, on va serrer la main de son adversaire. Obligé, ok. Et donc ça déjà, ça c'est les saluts, les différentes formes de salut, que ce soit dans les arts martiaux et sports de combat, on les retrouve, même chez les boxeurs, toucher le gant, d'accord. C'est des actions récurrentes qui marquent le début de la pratique, la fin de la pratique, qui sont aussi des preuves de respect et qui nous permettent aussi à nous de nous synchroniser avec le groupe et se mettre dans l'état d'esprit, donc des ancrages qui nous permettent de nous mettre dans l'état d'esprit de la pratique et dans l'objectif qu'on veut avoir. L'idée, c'est, on en parlait avec Johnny, c'est pas uniquement, et on le verra aussi pour les croyances et les pratiques explicites et non explicites, c'est pas tellement la nature du salut, c'est pas le fait de se pencher en avant ou le fait de se serrer la main qui compte, c'est pas l'action, c'est ce qu'elle représente. C'est le fait que vous saluiez au début, quelle que soit la façon dont vous le fassiez, ça marque quelque chose. Mais il y a d'autres rituels. Il peut y avoir des rituels, par exemple, qui sont propres à votre académie. En jiu-jitsu brésilien, par exemple, qui est un sport relativement libre au niveau de beaucoup de rituels explicites, en tout cas, on a beaucoup d'écoles ont des rituels de passage de grade différents. Donc il y a le fameux couloir où on se fouette avec les ceintures. Certaines écoles le pratiquent, d'autres non. Il y a on en parle beaucoup. Il y a des personnes qui sont très opposées
à ce genre de choses. D'ailleurs, Fabio Gurgel, le professeur de la grande Team Alliance, qui est la personne qui l'a introduit au sein de son équipe et par laquelle ça s'est répandu, dit que c'est son plus grand regret dans le jiu-jitsu, c'est d'avoir introduit ça. Il y a d'autres personnes qui sont ravies de faire un couloir. C'est compliqué. Et ça a un sens particulier. Par exemple, pour les professeurs, ils disent que c'est la transmission de l'énergie de la ceinture. D'autres, voilà, et on voit que c'est ce qu'il y a derrière qui compte dans ce cas-là. Il y a aussi des rituels, par exemple, des écoles où on n'attache pas sa ceinture face à une partie du dojo. Il y a des rituels qui sont, enfin pas des rituels, mais des pratiques qui sont presque ritualistiques, mais qui ont une importance. Par exemple, en jiu-jitsu brésilien, quand on tourne, on a tendance, quand deux groupes se rencontrent, deux binômes en train de tourner, c'est le plus gradé qui a priorité et c'est les moins gradés qui doivent se déplacer. Alors, ça a plein d'explications. Il y a une notion de respect, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a aussi la notion qu'il est plus difficile dans un combat de gradé de récupérer certaines positions ou d'arriver là où on était. Donc, on considère qu'ils ont priorité. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation du rituel. Il y a aussi, on peut citer, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, qui sont qui s'expliquent par des raisons vraiment empiriques. Donc, quand on fait le salut, dans les écoles japonaises, normalement, les élèves les plus avancés, donc les senpai, sont placés du côté de l'entrée du dojo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il y avait des défis de dojo, c'était l'élève le plus avancé qui devait combattre. Donc, c'est l'ordre aussi. Ça, c'est un rituel. Un autre qu'on retrouve souvent, on peut dire que c'est une croyance, un rituel. De toute façon, la plus souvent, une croyance, un rituel s'accompagne d'une croyance. C'est pas du tout religieux là, dans le sens où c'est lié à un résultat. Là, on a une croyance particulière dans la boxe. Les boxeurs rentrent par-dessus la corde et pas en dessous la corde. Parce qu'ils disent, si je rentre par en dessous la corde, je vais sortir en dessous la corde. La même chose, ils veulent souvent rentrer en deuxième. D'accord? Pourquoi le vainqueur, le favori ou le champion rentre toujours en deuxième dans les combats de boxe? Parce qu'il a gagné le privilège de pouvoir rentrer en premier, en deuxième, par ses combats, par ses victoires, etc. Parce qu'on dit le premier qui rentre dans le ring est le premier à ressortir. Le premier à ressortir, c'est le perdant. Donc voilà des rituels qui sont implicites, auxquels on ne donne pas d'explication, qui se font par mimétisme la plupart du temps, sauf que quand quelqu'un nous donne le sens, etc. Mais en tout cas, qui sont pratiqués. Un rituel ou un code qu'on reproduit souvent, c'est par exemple dans les sports de lutte, le salut. Nous, dans notre école où on s'entraîne à Pantin, on fait le salut en se serrant la main et on ne fait pas la bise. On se met des petits coups de tête comme ça de chaque côté. Ouais. Pourquoi? Parce que les hommes, dans ces pratiques, ne font pas la bise. On ne va pas mettre notre bouche proche de celui proche du partenaire. Par contre, avec la tête, comme ça passe, ça montre une forme d'affection, de respect et de fraternité. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est un rite qui s'explique. Bien sûr, quand je vais avec des amis ou des amis très proches, etc., on se fait la bise, il n'y a pas de problème. Mais à la lutte, on respecte ce rituel-là parce qu'il est implicite et ancré à cette pratique. Il y a autre chose, excuse-moi, on parlait de quelque chose d'intéressant. On disait que parfois deux rituels ou deux traditions dites ou non dites, des pratiques non dites, explicites ou non explicites, peuvent être complètement opposées mais avoir la même signification. Je vais vous donner un exemple. On parlait du judo et de la lutte. C'est deux sports de préhension, deux sports de projection. Il y en a un qui vient du Japon et l'autre qui est occidental. D'accord? La lutte, quand je parle de lutte olympique ou de lutte folklorique européenne. On a, dans un cas, dans la lutte, il est extrêmement mal vu, tu m'as dit, donc de monter sur le tapis sans chaussures pieds nus, ou alors de porter qu'une seule chaussure, ou alors de porter des chaussures dépareillées. Après, si vous n'avez pas de chaussures et que vous venez en chaussettes, c'est mieux vu. Après, c'est parce qu'on peut se brûler les pieds sur les pratiques, mais en tout cas, en général, il y a une question d'hygiène. Mais je ne connais pas exactement la signification de cette pratique, de ce rituel un petit peu. Mais en tout cas, la lutte se pratique en chaussures. Les chaussures de lutte sont l'uniforme du lutteur. Voilà. Et en judo, qui est un sport japonais, c'est extrêmement mal vu de monter avec des chaussures sur le tapis. Même si c'était des chaussures de lutte, on vous dirait il faut faire pieds nus. C'est parce qu'au Japon, c'est tabou de rentrer
sur un espace surélevé, d'accord, un tatami, de monter sur un tatami avec des chaussures. C'est traditionnel, c'est rituel. Mais les deux ont pour vocation de montrer une forme de respect du tapis. Et comme tu disais, moi je l'ai vu parce que j'ai commencé la lutte donc, il y a quelques mois à l'US Métro à Pantin avec Hamdi, avec Johnny et tous les Cavage, gens du US, Baïsangour, Omer, je vous dis bonjour. Zélim, Donc c'est très important pour eux Timur. de respecter, de respecter certaines choses. Ce que vous portez à la lutte n'a aucune importance. Ouais. En tout cas, là, on s'entraîne. Vous pouvez avoir un survêt et un vieux t-shirt, ils s'en foutent. Même un polo, vous Un pouvez polo, voir des vidéos de ouais. certains lutteurs. Grand champion qui s'entraîne en polo, c'est pas grave. Par contre, on est en chaussures. C'est parce que les chaussures, elles ont une signification particulière. Moi, je sais, je peux donner un exemple, qu'un jour, je regardais mes chaussures, j'étais content qu'elles soient un petit peu usées, ça veut dire que je les utilisais, je fais, elles sont un peu usées. Et une des personnes avec qui je m'entraîne m'a dit, si tu veux, j'ai une autre paire, je te donne. Je sais que c'est quelqu'un qui roule pas sur l'or et qui m'a proposé ça et ça m'a beaucoup touché. Parce que pour eux, l'idée que je puisse ne plus avoir de chaussures pour lutter, c'était inimaginable. Souvent, vous voyez des lutteurs qui mettent du tape, du scotch autour Ouais. de leurs chaussures alors qu'elles sont complètement mortes. Ouais. Donc moi, j'ai les mêmes chaussures. Je sais même pas, ça fait combien de temps que j'ai les mêmes chaussures de lutte. Et je pourrais m'en acheter d'autres, mais voilà, il y a quelque chose. Il y a un sens, il y a Les une ceintures en jiu-jitsu. Ouais, les ceintures en jiu-jitsu, on ne lave pas les ceintures. Alors que voilà, normalement, on ne doit C'est pas les dégueulasse, laver hein. parce que les Brésiliens disent que on Ça lave enlève pas, l'énergie. ça enlève l'énergie. Mais pourquoi? Parce que ça remonte à quelque chose d'important. C'est qu'à la base, au Japon, on utilisait des ceintures pour tenir le kimono, littéralement le kimono, et pas le gi, Ouais. d'accord, le kimono. Et en fait, plus on pratiquait, plus la ceinture devenait noire. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas toutes ces ceintures dans le judo. Et donc, en fait, plus on pratiquait, plus la ceinture s'usait et devenait noire. Et donc, ça faisait le fameux grade symbolisant la maîtrise de l'art martial qui est la ceinture noire. Ouais. Et en fait, c'est de cette pratique, par le temps et la pratique et l'expérience qui ont donné naissance à ce symbole, à ce grade, et donc qui ont été matérialisés par un ustensile qu'on utilise tout le temps, qui est une ceinture. C'est pareil pour les chaussures de lutte. D'ailleurs, la lutte, c'est tenir sur ses pieds. Okay, la plupart du temps, on ne veut pas avoir les mains au sol en lutte. On veut avoir les pieds au sol. Donc, on les protège. Okay, en judo, on peut avoir les mains au sol. On doit avoir les mains sur le partenaire. Et on a les pieds beaucoup, vu qu'il y avait un peu de sol, sur l'adversaire. Ouais. Et donc, c'est vraiment… Ouais, exactement. C'est un outil en fait. Les pieds sont aussi un outil pour enlever. Après, on donne du sens, on peut l'interpréter. Je pense qu'il y a plusieurs sens d'interprétation. Comme je disais tout à l'heure, les rites sont polysémiques, je pense. Mais l'important, c'est de connaître, de rendre l'implicite explicite. C'est-à-dire que n'hésitez pas, moi j'aimais bien dans mon cours, à commencer le salut par un abaissement de la tête, comme ça, du buste, et dire à mes élèves, à mes partenaires d'entraînement, salut, mais on ne baisse pas les yeux. Ok, c'est pas un salut de soumission, c'est un salut de respect, de début du cours. Et là, on va en venir sur un thème qui est vraiment important, c'est l'utilité du rituel. Alors, le rituel, moi, j'estime qu'il a une utilité. De toute façon, l'être humain est ritualistique par nature, d'accord. On recherche des rituels, on a tous des petits rituels. Vous regardez même en dehors des arts martiaux, d'accord. Je vais vous donner l'exemple, Rafael Nadal, je suis sûr que sa raquette elle marche, mais il veut quand même, il la regarde, il la touche un peu, il tape son talon, etc. C'est quelque chose de naturel, d'accord. Même dans les pratiques compétitives en arts martiaux, par exemple, du brésilien, j'en reparle parce que c'est ce que je connais le mieux, où il y a assez peu de règles en finale aux compétitions de rituels. On doit se saluer, se serrer la main, mais c'est tout. Au final, et pas enlever le kimono sur le tapis, au final, il y a un véritable… tous les combattants ou pratiquants ont leur propre petit rituel. Il y en a, ils écoutent tel type de musique, ils font tel petit échauffement. On cherche des rituels parce que le rituel, en fait, permet de contrôler l'incontrôlable. D'accord, de donner de la structure là où il n'y en a pas nécessairement. Et peut-être qu'une des raisons, c'est une bonne question à se poser, s'il y a des personnes qui sont… expertes là-dedans pourraient répondre à cette question, me dire si mon hypothèse est la bonne. Je pense que dans les sports d'opposition où il y a justement une sorte de chaos dans le combat, il y a une nécessité de ritualiser ou un besoin naturel de ritualiser parce que ça apporte de l'ordre dans cet environnement où il va y avoir un chaos dit très 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 difficile à maîtriser. On peut faire une petite parenthèse et parler de ce qu'est un ancrage et de l'utilité d'un ancrage dans la préparation mentale et ensuite revenir au sens des rituels et à l'origine des rituels. Donc
un ancrage, on va dire que c'est une action auquel on a donné de manière répétitive un sens et aussi une émotion, une sensation et une prédisposition mentale, une attitude mentale afin d'être dans les meilleurs auspices, dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer, pour pouvoir… Voilà. Donc, par exemple, quand on combat, moi j'avais un ancrage, c'était de taper du pied par terre, comme ça, comme ça, pour me réveiller, etc. C'était mon ancrage. Et après, j'en ai développé d'autres, etc. Et c'est une action qui nous permet donc de se synchroniser, d'accord, de se mettre en accord avec l'état d'esprit qu'on veut. Donc, par exemple, on va se souvenir d'un état d'esprit, d'une attitude qui a été favorable, qui nous a permis de sublimer nos capacités et d'arriver à un objectif précis. Et on va l'imaginer, et à chaque fois qu'on va l'imaginer, qu'on va la pousser à son paroxysme, on va essayer de revivre ces sensations, on va déclencher un mouvement. Donc par exemple, serrer le poing ou taper sur la poitrine. Et comme ça, on va incarner, à chaque fois qu'on fait ça, on va incarner littéralement, c'est-à-dire incarner au sens littéral de ressentir dans sa chair, dans sa carne, l'émotion et l'état d'esprit directement du moment qu'on veut reproduire. Okay, et à partir de ça, on va se mettre dans les bonnes dispositions pour pouvoir performer. Donc, c'est ça aussi un ancrage et un rituel. Quand on fait le salut, on se synchronise avec le groupe pour dire ok, on est tous ensemble, on suit le professeur, on va respecter les mêmes règles au moins sur le tapis. D'accord? Alors, des fois, elles sont plus ou moins définies, plus ou moins libres, etc. Mais au moins, on est dans la même séance, dans le même objectif, tous ensemble. Pareil pour un boxeur thaï. Parfois, ce rituel peut avoir un sens religieux, mais aussi un sens vraiment physique, purement physique. Le ramway, quand on fait le tour du ring, c'est aussi, ça nous permet, donc il y a un salut, d'accord, pour ceux qui ne savent pas, on rentre en dessous les cordes, on touche les quatre coins, on fait une sorte de prière, etc. Alors les bouddhistes vont faire une chose, les musulmans vont faire une chose. Pourquoi des chrétiens le peuvent faire? Il y a peut-être qu'ils font une prière aussi, c'est une forme de syncrétisme. On se réapproprie la symbolique du ramway. Et en même temps, le ramway, c'était aussi pour saluer les divinités, les esprits du ring, les anciens champions, etc. Et les esprits, voilà. Mais c'est aussi pour s'échauffer et reprendre conscience de la distance entre les cordes, la flexibilité des cordes, de l'espace de combat. Donc là, on voit qu'il y a deux significations qui se superposent. Donc on peut choisir celle qu'on veut au final. La plupart des symboles, c'est pareil. On peut choisir la signification qui nous convient afin de se mettre dans l'état d'esprit de la pratique qui nous convient et qui nous parle le plus. Donc ouais, je trouve ça, je pense que tu as dit, je t'avais envie de parler, c'est exactement ça. Ce que je voulais vous demander, vous qui nous regardez. Moi j'ai une question, avant que tu leur poses une question. Ouais. Quels sont à toi tes rituels? Parce qu'il faut savoir que Eric, il a des petites mimiques, okay, des petites habitudes. Quels sont à toi tes rituels? Est-ce que tu en as qui sont liés aux arts martiaux mais que tu utilises, que tu pratiques avant même l'arrivée dans le dojo? Parce que ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des rituels martiaux et de sports de combat qui sont en dehors du dojo et en dehors de la pratique. Okay? Ouais, j'en ai. Alors, dans la vie de tous les jours, j'écoute de la musique avant de monter, avant d'aller, quand je suis dans mon chemin quand j'ai déposé mon vélo ou quand je sors du métro vers l'académie. J'écoute de la musique, ça dépend, mais en fait ça me permet la musique, c'est quelque chose qui personnellement me permet de faire abstraction, d'un peu faire silence dans ma tête. Paradoxalement, en mettant de la musique dans ma tête, ça la calme parce que je me concentre sur une seule chose et ça me met dans un état d'esprit de sorte neutre, ouvert. Donc il y a ça. Avant les compétitions, je fais quelque chose souvent. Enfin, je fais toujours la même chose. Donc je bande mes doigts, d'accord. Je mets du strap autour de mes doigts. C'est une façon aussi de faire quelque chose, d'accord, de me concentrer sur une action. Et j'aime bien la sensation. Et maintenant, cette sensation d'avoir les doigts strappés me fait me sentir en mode plus compétitif. Donc, si vous entraînez en jiu-jitsu brésilien avec moi, si vous me voyez mettre du strap, c'est où que je vais y aller aujourd'hui. Ou alors que j'étais un peu fatigué, c'est une façon de me rassurer. C'est presque un doudou, hein. Deuxième chose, je fais un peu de Wim Hof méthode que m'a appris Sébastien Payet.
qui est un élève de Wim Hof, qui est un expert de la respiration, et ça me calme. Et je le fais systématiquement et ça m'aide beaucoup. Et quand je suis à la compétition, je m'échauffe, et dès que je me suis échauffé, je dors ou je fais comme si je dormais. Je m'allonge, je ferme les yeux et je laisse à ce moment-là, je laisse tout partir. Et ça me fait me sentir bien. Et au moment de combattre, je mets un gros coup de pied dans le tapis. Si on avait des entrées, j'adorerais. Moi, j'adore les entrées à la Genki Sudo. La dernière fois, la Supreme League, là, j'ai fait un truc avec un masque et tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait me sentir bien. Donc ça, ce serait les petits rituels, mon petit rituel qui est lié aux arts martiaux, mais qui est extérieur aux arts martiaux. Et pour finir, j'aime bien, j'ai tendance à toujours saluer tout le monde quand je monte sur le tapis. Parce que c'est une façon aussi pour moi de dire bonjour, même quand j'arrive en retard, ce qui arrive parfois. C'est très important pour moi de montrer de la gratitude envers les personnes qui me permettent de progresser. Et toi, Johnny, tu as des petits rituels? Ouais, j'en ai. Donne-moi deux. Alors, mon petit rituel, c'est quand j'arrive sur le lieu de la compétition, dès que j'arrive, je fais le tour de la zone de combat. Et j'ai enseigné à mes élèves de faire ça parce que ça vient d'une croyance que mon père m'a enseigné, m'a appris et que j'ai retrouvé aussi dans la stratégie chez Sun Tzu, etc. C'est que dès qu'on arrive, on reprend possession de l'espace de combat. Un petit peu comme le boxeur thaï qui fait le tour. Ouais. Sauf que là, je fais le tour littéralement de l'arène, de l'estrade, etc. Je fais tout le temps ça. Je me réapproprie l'ambiance. Je me familiarise avec l'endroit. Ok. La deuxième chose, c'est... non, j'en ai pas tant que ça. J'ai quelques petites habitudes, mais maintenant je rentre très vite dans ma zone de confort. Non, pas de confort, mais de performance. Ouais. Dans ma zone flow, on pourra en reparler assez rapidement, surtout en lutte et en grappling. Mais ce que j'aime bien faire, c'est regarder des vidéos des combattants que j'aime highlight, que j'aime qui m'influencent et que j'aime, sur lesquels je m'inspire beaucoup, pour un petit peu me synchroniser sur leur performance et leur état d'esprit. Voilà, j'aime bien faire ça. Et voilà, ce sont deux rituels que je fais. Après, voilà, je fais ça et ces deux rituels. Après, peut-être que j'en ai d'autres, mais ça évolue, etc. Après, je voulais rajouter pour finir que les rituels, ils peuvent être religieux, ils peuvent être spirituels pour généraliser, ils peuvent être philosophiques, ils peuvent être motivationnels. Ils peuvent être, je sais pas moi, ils peuvent être stratégiques, ils peuvent être de la préparation mentale, ils peuvent être tout à la fois. L'important, c'est d'avoir un petit recul et de ne pas les pratiquer sans connaître pourquoi le groupe avec lequel on s'entraîne, il est pratique, de ne pas les faire de manière implicite. En tout cas, si c'est implicite ou machinal, il faut comprendre le sens. Et ensuite, n'hésitez pas à utiliser le pouvoir des rituels. Après, on pourra parler du pouvoir des symboles, mais là, on va dans autre chose. Et le pouvoir des rituels est de vous les approprier. Je vous invite à lire, par exemple, Pouvoir illimité de Anthony Robbins, qui est un spécialiste de la PNL, un maître en PNL connu, qui explique très bien dans son livre. Vous pouvez trouver des articles ou juste qui expliquent ça, comment utiliser les rituels à votre avantage, donc créer des ancrages. Ok, donc voilà, on pourrait dire pour finir qu'un rituel, c'est un ancrage collectif. Voilà. Et pour finir, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, quels sont les rituels que vous pratiquez? Et vous êtes obligés de répondre tous là, tous ceux qui voient la vidéo. Pas nécessairement dans les sports de combat. Et tous ceux qui arrivent à ce stade-là de la vidéo, s'il vous plaît, vous devez mettre votre rituel. Pas forcément dans les sports de combat. Quand vous vous levez, quand vous allez au travail. Quels sont vos rituels et qu'est-ce qui signifie pour vous? Voilà. D'accord? En quoi, quelle est la signification et l'importance des rituels dans votre pratique? Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le matin quand vous vous levez, vous faites votre lit, d'accord? Quelle est l'importance des rituels dans la pratique quotidienne de votre vie et la pratique de votre sport? Et les rituels aussi, vous pouvez répondre à cette question, les rituels qui vous ont été le plus bénéfiques. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ok, je vous remercie à tous. Likez, partagez, communiquez, dites-nous si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous voulez qu'on change, ce qu'on ne change pas. On fera une mixture de tout ça et puis on choisira
ce qu'on veut changer. Si vous les aimez, envoyez à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, envoyez-la à vos ennemis. Voilà. Ils souffriront aussi. Envoyez, voilà. mais Envoyez-la. envoyez-les quand même. Ok. Allez, On se ciao. donne rendez-vous au prochain podcast. Os. Ouais.